Bonjour, dans cette première séance de module macroéconomie, cette séance va être consacrée au chapitre introductif qu'est-ce que la macroéconomie. Pour cela, on va voir quel lien et quelle différence entre la macroéconomie et la microéconomie et quelle est l'origine de l'approche macroéconomique. Alors, la microéconomie est une branche de l'économie qui analyse le comportement économique au niveau des entités individuelles qui sont le consommateur et le producteur. L'analyse microéconomique saisit ainsi la réalité économique à partir de l'individu. Elle a été développée essentiellement par l'école néoclassique ou marginaliste qui étudie le comportement individuel du consommateur et du producteur. Le but de la microéconomie est de trouver l'équilibre de marché, ça veut dire le prix qui équilibre l'offre et la demande sur le marché. La construction néoclassique se base sur la réalisation automatique de l'équilibre grâce à la flexibilité des prix. Non seulement au niveau de chaque marché particulier, mais aussi au niveau de l'économie en général. Plus de la flexibilité des prix, il y a l'hypothèse de la rationalité des individus, soit consommateurs, soit producteurs, qui arrivent à l'équilibre au moyen d'une démarche d'optimisation sous contrainte. L'analyse microéconomique ne prend pas en considération les agents extérieurs au marché comme l'État et la Banque centrale, qui peuvent modifier les équilibres par leur action. En ce qui concerne la macroéconomie, est une discipline qui a pour objet d'analyser l'économie d'un pays d'un point de vue global. Cette vision globale est la vie économique est analysée grâce à des grands agrégats tels que la production globale, la consommation, l'investissement, le chômage et l'inflation, et aussi à partir l'étude des relations existantes entre ces agrégats. Par exemple, les modifications du volume de l'épargne et ses incidences sur le niveau de l'investissement et de la consommation. Alors, on n'est plus dans une logique individuelle, mais dans une logique de groupe. On parle alors des épargnants, des investisseurs, des consommateurs, etc. et les interactions entre ces différents groupes. La macroéconomie traite alors des grands problèmes de société tels que la croissance, le chômage, l'inflation, la répartition des revenus, ainsi que du rôle de l'État et des politiques économiques. Alors, quelle différence alors entre la microéconomie et la macroéconomie? Premièrement, le résultat des actions individuelles rationnelles n'aboutit pas forcément à l'optimum. Et le libre jeu de marché ne suffit pas toujours à réguler l'activité économique. Pour la macroéconomie, l'État est providence. Et pour la microéconomie, l'État est gendarme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, il faut intervenir et il doit intervenir dans le marché pour, selon les macroéconomistes. Et l'État est gendarme pour les microéconomistes car il joue le rôle juste de contrôler et de surveiller le marché sans intervenir. L'analyse macroéconomique s'inscrit dans le court et le moyen terme. Selon John Maynard Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Par contre, l'analyse microéconomique s'inscrit dans le long terme, avec la recherche de l'équilibre stable en longue période. La microéconomie était consacrée aux questions d'allocation optimale des ressources. Par contre, la macroéconomie s'intéressait au phénomène de sous-emploi
et l'étude des agrégats. Pour les macroéconomistes, les prix sont flexibles. Il y a une flexibilité des prix. Par contre, les macroéconomistes consistent que les prix sont rigides. Alors, quelle relation entre la microéconomie et la macroéconomie s'il existe? Alors, les variables agrégées ne tombent pas du ciel, mais sont la somme des variables individuelles qui sont le reflet des décisions individuelles et des interactions entre les individus. L'offre de travail, eh bien, n'est que la somme de toutes les offres individuelles de travail. Donc, pourquoi on les distingue? On a développé des analyses spécifiques pour la macroéconomie car il y a deux problèmes qui empêchent la micro de rendre compte des phénomènes agrégés. Premièrement, les comportements collectifs résultent certes de décisions individuelles, mais ces dernières sont prises dans un contexte de grande incertitude. Les agents ignorent l'évolution future de beaucoup de variables importantes. Le deuxième problème de l'agrégation des comportements individuels, il est difficile, voire impossible, de déduire des fonctions de comportement global utilisables à partir des comportements individuels. Alors, c'est quoi l'origine de l'approche macroéconomique? Dès le XVIIe siècle, l'approche globale de l'économie a été adoptée par certain nombre d'économistes, comme Pierre de Bois-Guilbert et Thomas Malthus. Mais on considère en général que l'analyse macroéconomique moderne est née avec la révolution keynésienne dans les années 30. C'est John Maynard Keynes qui sert de référence et surtout la publication de son fameux livre, La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie en 1936. Pour bien comprendre la rupture de l'analyse keynésienne, il faut rappeler l'état de la réflexion économique avant les années 30. La base de la réflexion s'inscrivait dans le courant néoclassique, qui considérait que les marchés aboutissaient spontanément à l'optimum. Il en résultait des prescriptions de laisser-faire. Pour les économistes marxistes, ils s'intéressaient à l'économie planifiée. Toutes ces analyses se sont avérées incapables de proposer une explication et des remèdes convaincants à la crise de 1929 où les États-Unis et nombreux pays européens sont plongés. En opposition, les analyses de Keynes sont reposées sur des agrégats et des comportements globaux, la production nationale, la consommation nationale, l'investissement, et la substitution à un raisonnement où les prix ajustent l'offre et la demande et permettent le retour à l'équilibre, un raisonnement où l'ajustement se fait par la diminution des quantités produites car les prix sont rigides. L'équilibre de plein emploi n'est plus réalisé et l'introduction pour la première fois la notion d'équilibre de sans-emploi qui résulte d'une baisse d'investissement à cause du faible niveau de la demande anticipée par les entrepreneurs. Alors, pour relancer la demande et rétablir l'équilibre, d'après Keynes, il fallait une force supérieure au marché. Donc, il propose de confier à l'État la gestion de l'activité globale dans une économie de marché. Donc, cette force supérieure est l'intervention de l'État qui dispose de plusieurs instruments. La politique budgétaire. L'augmentation des dépenses de l'État permet de financer des investissements publics. Par exemple, politique des grands travaux, qui permettent de distribuer des revenus, de créer des emplois et donc d'activer la demande.
La politique fiscale permet d'assurer une certaine distribution des revenus en favorisant les catégories les plus démunies qui consacrent une plus grande partie de leurs revenus à la consommation. La politique monétaire doit favoriser la circulation d'une quantité assez abondante de monnaie pour absorber la production et maintenir un taux d'intérêt assez bas de nature à encourager l'investissement. L'État et la Banque centrale possèdent donc un certain nombre d'instruments pour remédier au déséquilibre des marchés, même si c'est à court terme. La théorie keynésienne met ainsi en évidence le rôle actif des politiques économiques sur le marché et la nécessité de construire une politique économique qui a comme objectif une amélioration du bien-être de la société et des individus qui la composent. Par conséquent, cela explique sans aucun doute le succès scientifique et politique de la macroéconomie qui était devenue dominante dans les années 50 et 60, ce qui a même obligé les économistes libéraux, monétaristes et nouveaux classiques à adopter une partie de ces outils. L'école keynésienne va rester l'école de pensée dominante jusqu'à la fin des années 60. À partir du choc pétrolier du début des années 70, on a la réapparition de la pensée néolibérale avec l'école monétariste qui favorise la politique monétaire au contraire de l'école keynésienne qui privilégie la politique budgétaire. Alors, c'est tout ce qui concerne aujourd'hui le chapitre introductif. On a vu c'est quoi la macroéconomie, quelle différence entre la macro et la micro, et quelle est l'origine de l'approche macroéconomique, et qui est le parent de la macroéconomie. Alors, macroéconomie moderne, en l'occurrence John Maynard Keynes, qu'on va le revoir dans les chapitres suivants de la macroéconomie. Alors, à la prochaine.